Ma petite fille m'a envoyé un SMS à 6h47 un jeudi matin. J'étais encore en peignoir, en train de boire mon premier café, tout en regardant le soleil se lever sur les collines des Monts d'Or, derrière ma maison. Le message ne faisait que 3 phrases, et le temps que je finisse de le lire, ma main tremblait si fort que j'ai failli lâcher ma tasse. Grand-père, ne viens pas pour le déjeuner dominical. Il se passe quelque chose d'anormal avec papa. Retrouve-moi au parc de la Tête d'Or demain à midi. Viens seul. S'il te plaît, n'en parle pas. À Sandrine. Je l'ai lu 4 fois. Puis j'ai posé ma tasse très délicatement. Sur le plan de travail, je suis allé à la fenêtre, et je suis resté là pendant un long moment à regarder la lumière se déplacer sur le paysage lyonnais. Essayant de décider si je réagissais de manière excessive ou si je voyais enfin clairement ce que j'avais été trop têtu pour admettre depuis des mois. Je m'appelle Jean-Pierre. J'ai 68 ans, retraité après avoir dirigé pendant 31 ans une petite mais solide entreprise de maçonnerie à Lyon. J'ai une maison de 4 chambres que j'ai construite en grande partie de mes propres mains. En 1994, un atelier de menuiserie dans le garage où je passe mes matinées, et une vie qui était, jusqu'à récemment, tranquille de cette façon qui ne devient possible qu'après avoir survécu à suffisamment d'épreuves. Ma femme Martine est décédée il y a 2 ans d'un AVC. Elle avait 64 ans. C'est arrivé vite. Le mardi, elle se plaignait d'un mal de tête. Le jeudi, elle n'était plus là. Il n'y a pas de mots pour ce genre de perte, alors je n'essaierai pas. Ce que je dirais, c'est que Martine était le centre de tout. C'est elle qui se souvenait des anniversaires et organisait les fêtes, qui savait quel voisin avait besoin d'un repas chaud ou quel ami avait besoin d'un coup de fil. Quand elle est morte, la maison est devenue silencieuse d'une manière qui n'avait rien à voir avec le bruit. Notre fils Nicolas a pris la chose aussi durement que moi. Peut-être plus. Il avait 41 ans à la mort de sa mère. Il venait déjà de traverser une décennie difficile. Son premier mariage s'était terminé quand Léa avait 6 ans, un effondrement lent qu'il avait laissé vider pendant des années. Il s'était jeté dans le travail et s'en sortait bien. Il gère la logistique pour une société de distribution régionale près de Saint-Priest. Un bon salaire, des gens bien, mais de longues heures et beaucoup de solitude. Après la mort de Martine, je m'inquiétais pour lui. Il m'appelait le dimanche soir, et je pouvais entendre le vide à l'autre bout du fil. Pas de la tristesse exactement, juste le bruit d'un homme qui tourne en rond dans sa propre vie. Il y a environ 14 mois. Nicolas a rencontré Sandrine lors d'un séminaire professionnel à Annecy. Elle avait 37 ans, travaillait dans l'événementiel d'entreprise, et selon tout ce que Nicolas me disait, elle était intelligente, drôle et complètement dévouée à lui. Dès la première conversation, ils sont sortis ensemble à distance pendant 2 mois avant qu'elle ne s'installe à Lyon. 5 mois après, ils étaient fiancés. Je vais être honnête, j'étais mal à l'aise dès le début, et je n'en suis pas fier. Je me disais que j'étais un vieux grincheux méfiant, que Nicolas méritait le bonheur, que Martine aurait voulu cela pour lui. Sandrine était polie avec moi, apportait toujours quelque chose quand elle venait à la maison. Complimentait mes travaux de menuiserie, riait à mes blagues. Elle faisait tout ce qu'il fallait. Mais quelque chose clochait. Je ne pouvais pas mettre de mots dessus à l'époque. Peut-être était-ce la rapidité avec laquelle tout s'était passé. Peut-être la façon dont elle changeait de sujet dès que les finances de Nicolas étaient abordées, cette lueur presque imperceptible dans son regard, suivie d'une neutralité étudiée. Peut-être la façon dont elle parlait de Léa. Toujours chaleureusement, mais d'un ton un peu trop mielleux, comme on parle d'un enfant quand on a été briefé pour donner l'impression qu'on l'aime alors qu'on n'en est pas encore là. Léa a 15 ans maintenant. C'est la fille de Nicolas. Issue de son premier mariage,
et elle partage son temps entre chez sa mère à Grenoble et l'appartement de Nicolas dans le 6e arrondissement. C'est une gamine calme, sérieuse, qui lit constamment et veut étudier les sciences de l'environnement. C'est le genre d'adolescente qui remarque les choses que les adultes ont appris à ignorer. Quand Sandrine a emménagé avec Nicolas, Léa a arrêté de parler de ses week-ends là-bas. Quand je lui demandais comment ça se passait chez son père, elle me donnait des réponses d'un seul mot. Bien. Ça va. Normal. Elle regardait par la fenêtre en le disant. J'ai remarqué. Je n'ai pas insisté. Je pensais que c'était l'adaptation, ces frictions normales d'adolescente quand un parent ramène quelqu'un de nouveau à la maison. J'ai eu tort de laisser couler. Il y a environ 6 mois, Nicolas a commencé à paraître bizarre, fatigué d'une manière que le sommeil n'expliquait pas. Il avait perdu du poids, pas de façon spectaculaire, mais assez pour que son visage change. Devienne plus anguleux, comme si on lui avait retiré son épaisseur. Il se plaignait de maux de tête. Ses mains tremblaient parfois quand il attrapait des objets, de petits tremblements fins qui allaient et venaient. Quand je l'interrogeais, il disait qu'il était sous pression au boulot, que l'entreprise se restructurait, qu'il dormait mal. Ça tenait debout, en apparence. J'ai gardé ça dans un coin de ma tête et j'ai continué à observer. Les tremblements ont empiré. Puis, lors du repas de Noël, il a renversé son verre d'eau et a semblé ne pas comprendre pendant quelques secondes pourquoi sa main avait fait ça. Il en a ri. Sandrine a passé son bras autour de lui et a dit qu'il en faisait trop en ce moment. Je l'ai regardé dire ça. Il y avait quelque chose sur son visage que je n'arrivais pas tout à fait à lire, pas vraiment de l'inquiétude, pas vraiment de la satisfaction, quelque chose entre les deux. C'est à ce moment-là que j'aurais dû agir. Je ne l'ai pas fait. Je vous raconte cela parce que la pire partie de ce qui suit n'est pas ce que Sandrine a fait, ce sont les semaines que j'ai passées à essayer de me convaincre que mon instinct me trompait. Puis est arrivé le SMS de ma petite fille ce jeudi matin. J'étais au parc de la Tête d'Or dès 11h45. Je me suis assis sur un banc près d'eux. L'allée du lac avec un café que j'avais apporté dans un thermos et j'ai attendu. Léa est arrivée à midi pile sur son vélo, son sac à dos sur l'épaule. Elle a attaché son vélo, s'est assise à côté de moi et n'a rien dit pendant presque une minute entière. Elle regardait juste l'eau. Puis elle a dit, j'essaie de trouver comment te le dire depuis 2 mois. Je ne l'ai pas pressé, j'ai attendu. Elle a sorti son téléphone et m'a montré une photo qu'elle avait prise. C'était une photo d'un flacon de pilule. L'étiquette disait que c'était un complément alimentaire de marque, du magnésium, le genre qu'on achète dans n'importe quelle pharmacie. Mais le flacon était ouvert et le contenu était visible, ce ne ressemblait pas à des gélules de magnésium. Elle était différente, plus petite, d'une couleur différente. Quelqu'un avait rempli un flacon de complément avec autre chose. J'ai trouvé ça dans le placard de la cuisine, a dit Léa, derrière les autres vitamines, du côté de Sandrine. Papa. Ne range rien là-bas. Je n'aurais pas remarqué si je n'avais pas cherché l'Advil. En déplaçant des trucs, et ça est tombé. Est-ce que tu as cherché ce qu'il y avait dedans? J'en ai pris une et j'ai regardé les marquages. Elle a sorti une autre photo, une capture d'écran d'un site d'identification de médicaments. La pilule correspondait à un anticoagulant puissant délivré uniquement sur ordonnance, le genre qui, pris sous surveillance médicale, aide à prévenir les caillots. Mais le genre qui, pris incorrectement ou donné à quelqu'un à son insu, peut provoquer des hémorragies internes, une fatigue extrême et la confusion que Nicolas affichait, et à forte dose sur le long terme, bien pire encore. Je suis resté immobile un instant. Il y a plus, dit Léa. Elle m'a raconté qu'elle avait commencé à faire attention après avoir trouvé le flacon, en observant Sandrine dans la cuisine. Sandrine préparait
Toujours les vitamines matinales de Nicolas, les lui tendant avec son jus d'orange, un de ces petits gestes domestiques qui ressemblent à de l'amour. Léa avait regardé depuis le couloir un matin et avait vu Sandrine ouvrir un flacon différent, pas celui qui restait sur le comptoir. Elle l'avait sorti de son sac à main et avait pressé 2 pilules dans sa paume avant de les ajouter à la petite coupelle de vitamines de Nicolas. Elle a regardé autour d'elle avant de le faire, a dit Léa, comme si elle vérifiait que personne ne regardait. Elle ne m'a pas vu. Je lui ai demandé depuis combien de temps elle savait. 6 semaines. 6 semaines. Ma petite fille de 15 ans portait sa seule depuis 6 semaines, essayant de savoir si elle imaginait des choses, terrorisée à l'idée que si elle se trompait, elle ferait exploser le couple de son père. Et terrifiée à l'idée que si elle avait raison et ne disait rien, elle perdrait son père pour toujours. Tu as bien fait de me le dire, ai-je dit. Elle a secoué la tête vigoureusement. J'aurais dû te le dire plus tôt. Il est tombé la semaine dernière, papy, dans la salle de bain. Il a dit qu'il avait le vertige. Il est allé voir son généraliste, et ils ont dit que son fer était bas. Ils lui ont donné des suppléments de fer. Elle regardait le lac. Sandrine avait fait préparer l'ordonnance. Les suppléments de fer étaient probablement normaux. Ce qui m'inquiétait, c'était tous les autres compléments, ce que Sandrine contrôlait. J'ai demandé à Léa s'il y avait autre chose. Elle a hésité. Puis a fouillé dans son sac et a sorti une feuille de papier pliée. Elle l'avait imprimée. J'ai trouvé ça dans la file d'attente de l'imprimante. Sandrine a dû oublier que c'était là. J'ai lancé mon devoir d'histoire et ça est sorti en premier. C'était un document partiel, une lettre semble-t-il, adressée à un notaire. La lettre mentionnait une succession, utilisait le nom complet de Nicolas et parlait de la révision d'une clause de bénéficiaire sur un contrat d'assurance vie. L'adresse sur l'entête était celle d'un cabinet de notaire que je ne connaissais pas, à Valence, à 2 heures de Lyon, pas le notaire de Nicolas, personne dont il m'avait parlé. J'ai plié le papier et je l'ai mis dans la poche de ma veste. J'ai dit à Léa que je l'aimais et qu'elle avait été extraordinairement courageuse. Je lui ai dit de ne pas retourner à l'appartement de Nicolas pour le reste du week-end, qu'elle irait chez une amie de lycée. Je lui ai dit de dire à sa mère qu'elle ne se sentait pas bien, de rester vague, et de ne pas dire un mot à Sandrine. Elle m'a regardé avec ses yeux grissis. Sérieux? Est-ce que papa va s'en sortir? Je lui ai dit que oui. Je l'ai dit avec une conviction totale parce que l'alternative n'était pas quelque chose que j'étais prêt à envisager. Je suis rentré chez moi, je me suis assis dans ma cuisine et j'ai réfléchi pendant 3 heures. Le volet médical était le plus urgent. Si Sandrine glissait à Nicolas des doses massives d'anticoagulants, il était en danger de mort. La fatigue, les tremblements, les vertiges, la chute. Tout concordait avec cet empoisonnement lent et systématique, conçu pour ressembler au stress, au vieillissement, à un homme qui travaille trop. Finalement, cela passerait pour un problème cardiaque ou un AVC, le genre de chose qui ne surprendrait personne étant donné l'état de fatigue visible de mon fils. Puis il y avait le volet financier. Cette lettre pour un changement de bénéficiaire. Nicolas avait une assurance vie importante. Il avait aussi des parts dans une société d'investissement qu'il avait rejointe il y a 8 ans et qui avait beaucoup pris de valeur. Il avait des comptes d'épargne. Il avait été prudent avec l'argent toute sa vie, une habitude héritée de Martine qui avait grandi avec peu de moyens. Il y avait de l'argent réel, et il y avait moi, ma maison, ma retraite, tout ce que j'avais construit pour lui et Léa. J'ai pensé à cette lettre, ce notaire à 2 heures de route. Une révision discrète de documents loin de tout visage familier. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un vieil ami nommé Gérard. On se connaissait depuis nos 20 ans sur les chantiers. À Villeurbanne,
mais Gérard avait passé les 25 dernières années de sa carrière comme enquêteur à la police judiciaire avant de prendre sa retraite il y a 4 ans. Il jouait encore au poker avec la moitié du commissariat. Je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un instant. Puis il a dit, « Jean-Pierre, ce que tu décris est assez grave pour que tu ne puisses pas aller voir Nicolas directement, pas encore. Elle surveille peut-être exactement cette réaction. S'il la confronte, elle détruira les preuves et disparaîtra. Tu as besoin de plus qu'une photo d'un flacon et un bout de lettre. Je te crois, mais un juge aura besoin de plus. Que dois-je faire ? Il m'a exposé le plan. C'était méthodique. Cela allait exiger que je passe du temps dans cet appartement, sous le même toit qu'une femme que je croyais maintenant capable d'assassiner mon fils. Il fallait que je sois calme, chaleureux et totalement indéchiffrable. Tu peux faire ça, a demandé Gérard. Elle a déjà pris les meilleures années de Martine, ai-je répondu. Elle n'aura pas Nicolas. Le lendemain matin, j'ai appelé mon fils. Je lui ai dit que je ne me sentais pas très bien ces derniers temps, que la maison me semblait trop grande, que je m'ennuyais de lui. J'ai demandé si je pouvais venir m'installer chez eux un petit moment, juste une semaine ou 2, pour lui tenir compagnie puisqu'il n'était pas en forme non plus. J'ai amené ça en douceur. Il y a eu un silence, puis il a dit, « Papa, tu n'es pas obligé de faire ça. Je sais, mais j'en ai envie. » Nouveau silence. Je l'ai entendu poser quelque chose. Attends, je demande à Sandrine. Il est revenu 2 minutes plus tard. Elle était apparemment ravie, heureuse de m'accueillir. Elle préparait la chambre d'amis. J'ai fait mon sac. Au fond, sous mes vêtements, j'ai placé 3 objets que Gérard m'avait prêtés, 2 petites caméras sans fil, pas plus grosses qu'une clé USB, et un enregistreur numérique à déclenchement vocal. Il m'avait aussi donné des instructions précises sur le placement et sur le logiciel de surveillance accessible depuis mon téléphone. Quand je suis arrivé à l'appartement cet après-midi-là, Nicolas a ouvert la porte et je n'étais pas préparé à son apparence de près. La dernière fois que je l'avais vu, c'était 3 semaines plus tôt pour un déjeuner rapide et j'avais réussi à me rassurer. Là, sous la lumière crue de l'entrée, il ressemblait à un homme qu'on avait vidé de sa substance. Son teint était terreux, ses yeux bougeaient lentement. Il m'a serré dans ses bras et j'ai senti le léger tremblement de ses membres. Sandrine est apparue derrière lui, tout en sourire et en chaleur, m'embrassant sur la joue, disant à quel point c'était bon de me voir, que Nicolas avait besoin de temps en famille. C'était une belle femme, élégante, et elle avait cette qualité particulière que je comprenais enfin, elle était toujours en train de jouer une scène avec un temps d'avance, disant toujours exactement la chose qu'on attendait. C'est une qualité qu'on voit chez les gens qui mentent depuis longtemps, ils sont devenus si efficaces qu'ils ne marquent même plus de pause. Ce soir-là, elle a cuisiné. J'ai surveillé la cuisine avec attention. La nourriture de Nicolas venait des mêmes casseroles que la mienne, ce à quoi je m'attendais. Elle était trop maligne pour risquer de rendre 2 personnes malades en même temps. Les vitamines sont arrivées avant le dîner. Une petite coupelle tendue naturellement, le jus d'orange à côté, Nicolas les prenant sans même regarder. Un geste purement habituel. J'ai compté les pilules dans sa coupelle. 5. Il fallait que je sache exactement ce qu'il y avait dedans. Après le dîner, Nicolas est allé s'allonger, épuisé. Sandrine a suggéré que nous restions prendre le thé, juste nous deux, pour mieux nous connaître. Je me suis assis en face d'elle à la table de la cuisine et j'ai été un acteur. Je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. Elle m'a interrogé sur ma maison. Combien de chambres? Quelle était sa valeur actuelle? Avais-je pensé qu'elle était devenue trop grande pour un homme seul?
Elle posait ses questions d'un ton doux, inquiet, mais derrière se cachait la véritable question, elle voulait savoir ce que je possédais. Je lui ai dit que j'avais mis à jour mon testament l'an dernier, que tout irait à Nicolas, et que si Nicolas décédait avant moi, tout irait directement à Léa. J'ai vu son cerveau enregistrer l'information. Son sourire est resté fixe, mais quelque chose a bougé dans son regard. Cette nuit-là, après que l'appartement soit devenu silencieux et que j'ai pu entendre la respiration irrégulière de Nicolas à travers la cloison, je me suis allongé dans la chambre d'amis avec mon téléphone pour surveiller les flux des caméras. À minuit 23, la lumière de la cuisine s'est allumée. Elle se déplaçait avec l'aisance de quelqu'un parfaitement à l'aise chez soi. Elle est d'abord allée au garde-manger, à fouiller derrière une rangée de boîtes de conserve et a récupéré un petit flacon brun sans étiquette. Elle a ouvert le pilulier de Nicolas, celui qu'elle gardait séparé, et a compté soigneusement des comprimés. Elle en a ajouté 2 provenant du flacon brun. Elle a remis le flacon brun à sa place derrière les conserves. Puis elle est restée un moment devant le comptoir, comme si elle passait en revue une liste mentale. Elle a bu un verre d'eau, l'a posé dans l'évier et est retournée se coucher. Je l'avais en vidéo, claire, nette, sans ambiguïté. J'ai envoyé un SMS à Gérard à minuit 31, j'ai ce qu'il faut. On bouge demain. Le lendemain matin, j'étais debout à 5 heures. Je suis allé à la cuisine et j'ai pris une photo du garde-manger avec les conserves. Visible, le flacon brun à peine discernable derrière elle. Puis j'ai préparé le café de Nicolas. Quand Sandrine est sortie à 6h30 et m'a trouvé déjà assis à table avec le journal, j'ai souri et dit « Bonjour. Tu es matinale. » A-t-elle remarqué. Vieille habitude. J'ai fait le café. Les vitamines de Nicolas sont sur le comptoir, je les ai préparées pour lui. Sa main a esquissé un mouvement vers la coupelle avant de se raviser. Elle l'a regardé. J'avais déjà remplacé le contenu par les vitamines normales du grand flacon, sans les ajouts. Je me suis dit que je t'éviterais cette corvée, ai-je dit. Agréablement. Merci, c'est attentionné, a-t-elle répondu d'une voix parfaitement neutre. Nicolas est arrivé à 7 heures. Sandrine lui a tendu ses vitamines et l'a regardé les prendre. Je l'ai regardé le regarder. Il a bu son café, mangé un peu de pain grillé, a dit qu'il se sentait un peu mieux, moins dans le brouillard ce matin. Elle s'est éclipsée pour passer un appel dans la chambre. À 9h15, Gérard est arrivé avec 2 inspecteurs de la police de Lyon et un mandat. Le coup à la porte était ferme, officiel. Sandrine a ouvert et j'ai entendu sa voix devenir immédiatement aiguë. Messieurs, qu'est-ce que cela signifie? Il doit y avoir une erreur. Je suis allé dans l'entrée et je me suis tenu à côté de Nicolas, qui s'agrippait au cadre de la porte, essayant de comprendre. Sandrine, ai-je dit, je dois te dire quelque chose. Elle s'est tournée vers moi et, pendant un court instant, avant que son masque ne se reforme, j'ai vu son vrai visage. Elle savait. J'ai enregistré ce qui se passait dans la cuisine depuis mon arrivée, ai-je dit. Les policiers ont trouvé le flacon brun derrière les boîtes de conserve exactement là où je l'avais vu. Ils l'ont saisi. Ils ont trouvé une deuxième réserve dans sa voiture, dans une poche zippée de son sac de sport, un médicament sur ordonnance qui n'était au nom de personne dans l'appartement. Ils ont trouvé un dossier sur son ordinateur contenant des copies scannées de documents d'assurance avec le nom de Nicolas et ce qui semblait être des signatures imitées pour le changement de bénéficiaire. Ils ont trouvé un téléphone prépayé avec un contact enregistré sous le nom de « Sœur », qui s'est avéré être un complice déjà condamné pour escroquerie dans le sud de la France. Et dans son téléphone, dans une application de notes protégée par mot de passe, ils ont trouvé une liste, propriétés, comptes, valeurs estimées, épargne de Nicolas.
part de son entreprise, ma maison, mon assurance vie. Tout était organisé. À noter, additionné en bas de page. Elle avait fait les comptes pour nous tous. Nicolas a été hospitalisé dans l'heure. Les médecins ont fait des analyses complètes. Ce qu'ils ont trouvé, c'était le portrait d'un homme recevant une dose lente et constante d'un médicament perturbant la coagulation, combiné à un sédatif affectant la clarté cognitive et la coordination. Pas assez pour tuer rapidement, mais assez pour qu'un homme sain semble décliner sous l'effet du stress ou du deuil. Assez pour rendre une crise cardiaque plausible. Le médecin urgentiste m'a dit discrètement dans le couloir que si cela avait continué encore 2 ou 3 mois, ils auraient traité une urgence d'une toute autre nature. Nicolas est resté hospitalisé 4 jours. Je suis resté avec lui. Léa est venue avec sa mère et s'est assise près du lit de son père, lui tenant la main, ne pleurant que lorsqu'elle pensait que personne ne regardait. Je l'ai vue. Je suis allé vers elle, j'ai posé ma main sur son épaule et elle s'est effondrée contre moi pendant quelques minutes. Puis elle s'est redressée et a recommencé à tenir la main de son père, parce que c'est le genre de personne qu'elle est. Quand Nicolas a été assez bien pour parler, il est resté allongé. A fixé le plafond pendant longtemps. Il n'a pas parlé de Sandrine tous deux. Suite. Il a parlé de sa mère, de Martine, de combien il avait eu peur de finir seul. Il a dit qu'il pensait avoir enfin trouvé quelqu'un qui comprenait ce que c'était que d'être seul longtemps. Il a dit qu'il en était si reconnaissant. Je l'ai écouté. Finalement, il a tourné la tête vers moi et a demandé, depuis combien de temps savais-tu? J'ai été honnête. Je lui ai dit que j'avais des doutes depuis des mois mais que je les avais ignorés parce que je voulais avoir tort. Je lui ai dit que je n'en étais pas fier et que j'étais désolé qu'il ait fallu que ma petite fille agisse pour que je bouge enfin. Il a fermé les yeux. C'est Léa qui a compris. Léa t'a sauvé la vie, ai-je dit, tout comme elle a sauvé la mienne. Il est resté silencieux, puis a murmuré, je veux lui parler. Je suis allé la chercher dans la salle d'attente. Ce que Léa a dit à son père cet après-midi-là leur appartient. Je suis resté dehors. À travers la vitre de la porte, je pouvais les voir parler, puis Nicolas pleurait, vraiment. Pleurait, et Léa, cette gamine de 15 ans, le tenant à bout de bras. J'ai dû aller au bout du couloir pour reprendre mes esprits. L'enquête a progressé rapidement. L'homme du téléphone prépayé, le complice de Sandrine, avait une longue histoire avec elle. Ils avaient travaillé ensemble sur au moins une affaire précédente, impliquant un veuf âgé à Nice, décédé de ce qui avait été jugé comme une crise cardiaque 8 mois avant que Sandrine n'apparaisse dans la vie de Nicolas. L'affaire a été rouverte, le corps exhumé, et je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'ils ont trouvé. Les experts comptables ont montré que Sandrine était en train de mettre en place une structure financière complexe pour rendre les actifs de Nicolas indissociables des siens en cas de décès. Le notaire à Valence avait été engagé pour enregistrer des documents qui auraient annulé les dispositions testamentaires existantes de Nicolas. On a retrouvé dans ce cabinet des documents avec la signature de Nicolas contrefaite. Son complice a été arrêté le même jour. Il a rapidement négocié une peine réduite, ce qui a permis de faire toute la lumière sur l'affaire de Nice. Combien de personnes Sandrine avait-elle touché avant Nicolas? Je ne sais pas si nous aurons un jour le chiffre exact. Cette pensée me hante parfois la nuit, l'idée d'autres hommes comme Nicolas qui n'avaient pas de Léa observant depuis le couloir. Le procès a eu lieu 11 mois plus tard. J'y ai assisté presque entièrement. Les preuves étaient accablantes, les vidéos de la cuisine, les analyses médicales. Les faux documents, le lien avec le décès de Nice. L'avocat de Sandrine a plaidé le malentendu, affirmant qu'elle ne voulait qu'aider Nicolas avec des vitamines. Et que les documents financiers lui avaient été présentés de travers par son complice. Le jury a délibéré pendant 19 heures.
Ils l'ont déclaré coupable de tous les chefs d'accusation, tentative d'assassinat, escroquerie, association de malfaiteurs. Elle a été condamnée à 30 ans de réclusion criminelle. Son complice a pris 22 ans. J'ai regardé le visage de Sandrine lors du verdict. Elle n'a pas flanché. Elle a gardé ce calme qui lui avait si bien servi. Mais quand on lui a mis les menottes, elle a regardé à travers la salle, pas son avocat. Pas la juge. Elle m'a regardé, moi. Je ne sais pas ce qu'elle espérait voir. Je l'ai regardé fixement. Je ne ressentais aucune satisfaction, rien d'autre que le lent relâchement d'une tension terrible. Nicolas a vendu l'appartement. Il a dit qu'il ne pouvait plus entrer dans cette cuisine sans voir des choses qu'il voulait oublier. Il a trouvé une maison dans le nord de Lyon, plus près de chez moi. Nous sommes à 12 minutes l'un de l'autre maintenant. Il a pris quelques mois de congé, a suivi une thérapie, et vient dîner chez moi les mardis et jeudi. Il ne parle pas beaucoup de Sandrine. Quand il le fait, ce n'est pas avec colère, mais avec une sorte de chagrin incrédule, comme quand on réalise qu'on tenait quelque chose qu'on croyait vrai et qu'on découvre qu'il n'y avait rien du tout. Léa vit principalement à Lyon maintenant pour être proche de son père, et sa mère a soutenu cette décision. Elle a emménagé dans la nouvelle maison de Nicolas, a peint sa chambre dans un vert sombre qu'elle voulait depuis longtemps, et a rangé ses livres sur des étagères qu'ils ont construites ensemble un samedi de printemps. Elle fait du bénévolat pour une association écologique locale. Elle est toujours sérieuse, calme, lit toujours, trop. Selon certains, mais exactement assez selon moi. Elle parle de ce qui s'est passé plus ouvertement que Nicolas. Elle dit qu'il est important de comprendre, de ne pas prétendre que ça n'a pas existé juste parce que l'issue a été bonne. Elle a raison. Il y a des choses que je comprends maintenant et que j'aurais aimé comprendre plus tôt, la façon dont les prédateurs agissent, la mécanique précise par laquelle quelqu'un s'approche assez pour faire du mal. Ce que je vois chez Sandrine, avec le recul, c'est quelqu'un qui savait exactement comment utiliser l'espoir des autres contre eux. Nicolas était seul, et elle l'a vu. J'étais en deuil, et elle l'a vu. Nous voulions tous les deux croire que quelque chose de bien était arrivé à un moment difficile, parce que c'est un désir profondément humain. Elle a compté là-dessus. Elle a pris la forme exacte de ce dont chacun de nous avait besoin et a franchi la porte que nous avions laissée ouverte. J'ai repensé aux signes, la rapidité de la relation, mais aussi de l'imbrication financière, les questions subtiles sur l'argent et les biens, toujours présentés comme de l'inquiétude. La façon dont elle s'est placée entre Nicolas et ses vieux amis, pas brutalement, mais de façon constante. Moins de dîners avec ses proches de longue date, moins de rappels téléphoniques. Un rétrécissement progressif de son monde jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'elle. Sa gestion des visites médicales, sa présence insistante lors des conversations avec les médecins, sa façon de qualifier les symptômes de stress, pour que rien ne soit examiné de trop près. Et les enfants. Elle était toujours trop correcte avec Léa, trop prudente. Les enfants sont extraordinaires pour détecter les faux-semblants. Léa l'a senti avant de pouvoir le nommer. Écoutez les enfants. Ce n'est pas un détail. Les enfants n'ont pas encore appris à soumettre leur perception à ce qu'ils sont censés croire. Ils appellent les choses par leur nom. Léa savait que quelque chose n'allait pas avec les vitamines de son père parce qu'elle les a regardées attentivement. Elle savait que quelque chose n'allait pas avec la femme qui les lui tendait. Elle est restée avec ce secret pendant 6 semaines parce qu'à 15 ans, c'était un poids énorme et qu'elle avait peur qu'on ne la croie pas. Je veux dire ceci clairement à tous ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, si un enfant essaie de vous dire que quelque chose ne va pas, écoutez-le. Même si cela semble impossible. Surtout si cela complique tout.
Léa n'est pas venue me voir avec un dossier complet. Elle est venue avec une photo de flacon, un papier d'imprimante. Et un murmure, il y a un problème avec papa. C'était assez. C'était tout. L'autre chose que je dirais concerne l'instinct. J'avais des doutes dès le début. Pas des certitudes, juste ce malaise à basse fréquence sans logique particulière. Je me suis convaincu du contraire à plusieurs reprises parce que je voulais avoir tort, parce que je voulais que Nicolas soit heureux. Cela a coûté des mois. Cela aurait pu coûter plus cher. Je ne dis pas de ne faire confiance à personne. Je dis de prendre votre instinct assez au sérieux pour enquêter. Il y a une différence entre la paranoïa et l'attention. Je n'étais pas paranoïaque au sujet de Sandrine. J'avais raison, et j'ai détourné le regard. Parce que c'était plus facile. Ne détournez pas le regard. Aujourd'hui, Nicolas. Léa et moi dînons ensemble le dimanche soir. Nicolas cuisine, ce qu'il ne faisait pas beaucoup avant. C'est devenu son rituel, une façon de passer du temps qui lui appartient. Une nourriture qui vient de ses propres mains. Il devient doué. La semaine dernière, il a fait une daube provençale dont il était incroyablement fier. Et il méritait tous les compliments. Léa fait ses devoirs à ma table de cuisine les jeudis après-midi avant que Nicolas ne vienne là chercher. Elle me pose des questions sur la maison, sur la façon dont je l'ai bâtie, sur la menuiserie. Elle a commencé à apprendre les bases du travail du bois. Elle a de bonnes mains et de la patience, et Martine l'aurait adoré pour ça. J'ai 68 ans. Certains diraient qu'ils sont trop vieux pour avoir fait ce que j'ai fait, les nuits à surveiller les caméras, la comédie à table, la coordination avec les enquêteurs. Je dirais que l'âge n'a rien à voir avec la capacité, mais tout à voir avec ce que l'on protège. J'ai eu 68 ans pour accumuler ce qui compte vraiment. Je sais ce que c'est maintenant, d'une manière que je ne savais pas à 30 ans. Je ne laisserai personne y toucher sans me battre. Martine me dirait que j'ai pris trop de risques. Elle aurait raison. Mais elle comprendrait aussi exactement pourquoi. Elle savait mieux que quiconque ce que cela signifiait d'avoir un enfant et de savoir que la vie de cet enfant a une valeur inestimable. Elle savait ce que cela signifiait d'avoir une petite fille comme Léa. Elle disait toujours que la famille qu'on bâtit est la seule chose réelle, que tout le reste est secondaire. Elle avait raison. Le soir du verdict, Léa m'a appelé. Elle avait appris la nouvelle par sa mère. Elle a dit simplement, c'est fini. Puis elle a demandé, tu penses que grand-mère le sait? J'y ai réfléchi un instant, à Martine, qui était partie depuis 2 ans, qui n'avait jamais rencontré Sandrine, qui n'avait jamais vu ce qui avait failli arriver à la famille qu'elle avait passé sa vie à construire. J'ai dit à Léa que je pensais que sa grand-mère savait tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Que quelque part, Martine savait que Nicolas était en sécurité, que Léa était forte et brillante, et que ce qu'elle avait construit n'avait pas été détruit par quelqu'un qui n'y voyait qu'un inventaire à piller. Léa est restée silencieuse, puis elle a dit, c'est bien. Juste ça. C'est bien. Il y a des matins où je suis dans mon atelier avant l'aube et je me laisse penser à la façon dont tout aurait pu tourner autrement. Si Léa avait attendu une semaine de plus, si j'avais été plus lent à appeler Gérard, si le mandat avait traîné, ou si Nicolas avait pris ses vitamines ce dernier matin avant que je ne les change. Une seule de ces choses, et l'histoire serait différente. C'est une pensée que je ne peux pas explorer jusqu'au bout, alors je ne m'y attarde pas. Je me lève. Je fabrique quelque chose de mes mains. Je fais les 12 minutes de route jusqu'à chez Nicolas, où j'attends la visite de Léa le jeudi. Et je dis aux gens que j'aime qu'ils comptent pour moi. C'est la seule chose que Sandrine n'avait pas prévue. Elle comprenait l'amour comme une faiblesse, comme un point mou qu'on peut exploiter. Elle avait tort.
L'amour n'est pas le point mou. C'est le mur porteur. Enlevez-le et tout s'écroule. Construisez dessus et vous obtenez quelque chose qui survit à tout ce qui est censé vous abattre. Nicolas va bien maintenant. Vraiment bien. Il s'est remis à courir le matin. Il a retrouvé ses couleurs. Ses tremblements ont disparu. Il rit de nouveau d'eux. Cette façon un peu surprise qui lui est propre. Ce son m'avait manqué plus que je ne le pensais. Léa a eu 16 ans le mois dernier. Nous avons dîné tous les 3 au restaurant. Elle a commandé le plat le plus compliqué du menu et a posé des questions détaillées au serveur sur la composition de la sauce. Elle a un plan pour un stage dans un parc naturel. Elle a toujours un plan. J'attendais qu'elle soit effrayée après tout ça, méfiante d'une manière brisée, mais elle ne l'est pas. Elle est attentive comme une personne de bien l'est, son regard est tourné vers l'extérieur, cherchant ce qui a besoin d'être réparé plutôt que les menaces à chaque coin de rue. Elle a appris quelque chose de tout ça, mais ce n'était pas la peur. Moi non plus. Ce que j'ai appris, c'est que la vie ordinaire n'est pas ordinaire du tout. Les dîners du dimanche, les après-midi du jeudi, les appels sans raison, les recettes partagées entre voisins. Ce sont ces choses-là qui sont essentielles. Faites attention aux gens que vous aimez, pas seulement parce qu'ils pourraient avoir besoin d'être sauvés, même si parfois c'est le cas. Faites attention parce qu'ils sont là, parce que le temps est réel, et que la chance d'être encore ensemble à la fin d'une journée qui aurait pu mal tourner n'est pas une petite chance. C'est tout ce qui compte. Je continue à construire des objets dans mon atelier, à boire mon café avant l'aube, à regarder la lumière se déplacer sur les collines lyonnaises. Depuis 30 ans. Nicolas est en sécurité. Léa est épanouie. Et nous sommes là. C'est assez. Ça a toujours été assez.